Chepale tununa mama awarami Toma sankara tununa Kurkina kabe kasila Dimseni makurobasi mantovana Awarami Toma sankara tununa Awarami pa Awarami Toma sankara tununa Moko biduru anen kelli kuntara baran ki bo ay warne mboshi sa kashi waqtar shirati kere dinga bele d'expliquer l'expérience qu'il a vécue au temps de la Révolution. Il a pris en tout cas l'exemple sur les travaux d'intérêt commun dans les champs collectifs qu'ils ont eu à réaliser. Et, ils étaient très nombreux, disait-il. Il y avait et des femmes et des hommes. Et lorsqu'ils ont ils ont pu récolter, ils ont vendu. Et les recettes ont servi à réparer une voie. Donc ils ont utilisé ça pour réparer une voie. Et lorsqu'il y avait des besoins dans le village, ils l'utilisaient aussi pour soutenir les actions de développement, notamment les constructions de maisons, d'écoles, de dispensaires. Et voilà un peu cette expérience qu'il a expliquée tout de suite en substance. Et il a dit aussi que à l'époque, il faut reconnaître qu'il y avait moins de maladies. Ils avaient moins de maladies, ils étaient en meilleure santé par rapport à aujourd'hui. Donc il y avait moins de difficultés lorsqu'on s'investissait dans la production agricole. Donc relatif à la période révolutionnaire, c'est en gros ce qu'il a dit. Mais akara watlati anana bowola avait si yormina kone. Maintenant quant à Savadogo et Soumaïla, lui il dit qu'il se souvient qu'il était producteur et il avait en tout cas accès à l'engrais qui coûtait 3250 francs le sac. Et compte tenu de la non-dégradation des terres à l'époque, il suffisait de prendre 3 sacs d'engrais chimiques et puis tu avais des résultats assez intéressants dans la production agricole. Alors, donc cette période qu'il a vécue est très différente de ce que nous vivons aujourd'hui en matière de production agricole. Voilà, je résume un peu globalement ce qu'ils ont pu dire. Et au temps de la Révolution, est-ce qu'il y avait eu un mot d'ordre du pouvoir révolutionnaire à l'époque qu'ils ont pu mettre en œuvre, dont ils se souviennent? Nga dumuni ni fana ya fo ko kana bamba dumuni ni kana tunu nga tomato nga yo shiebera ko kana shitu katiba tata. Maintenant le deuxième intervenant, lui il a parlé de la conservation donc des espèces de semences dont il disposait et qu'il avait été dit de ne pas laisser disparaître ces semences là. Lui, il a retenu ça en ce moment, que c'était un des mots d'ordre qu'il a reçu. Donc en gros, il fallait avoir un comportement qui rime avec notre culture et nos traditions. Voilà. Moi, j'avais posé la question à savoir au plan écologique, bon, il n'a pas répondu. Les différentes luttes, je ne sais pas si quelqu'un peut aujourd'hui répondre à ça. Et Otunko Waratira, quelle est? Kairi Tutu, mais Begen Koufeyala, Koufana Kelle. Donc, me fait, c'est de présenter. Netora Sidibé Abdoulaye, de Begen Marai, Sangarakatera,
an bɛ se k'a fɔ Sangare ka tire tun ka ɲi bari a tun nana ka na évolution créée 83. Je m'appelle Sidibé Abdoulaye, je suis éleveur et ce que j'ai apprécié au temps de la Révolution, c'était surtout lors des travaux d'intérêt commun, la mobilisation qui était très forte et également les hommes comme les femmes venaient pour travailler ensemble à la construction donc, du village. Et il a pris l'exemple même de la production agricole où il y avait une politique de sécurité alimentaire avec la construction des banques de céréales, là où on stockait les vivres. Et il y avait un aspect appui à la commercialisation des céréales. Il dit que de son point de vue, c'est à cette période qu'il a appris vraiment à mener une bonne campagne de commercialisation des céréales. Et avec cette expérience aussi, il y avait la lutte contre la divagation des animaux. Lui, il est éleveur. Oui. C'est vrai, il y en a qui systématiquement détruisaient les cheptels quand ils voient un animal en divagation. Il y en a aussi qui ne le faisaient pas. Mais ce qu'il a surtout apprécié, c'était qu'il y avait ce qu'on a appelé la zonification des villages. Donc un village, un terroir donné était divisé en zone pastorale, zone agricole, zone de forêt, donc de reboisement, et il y avait donc la zone d'habitation. Alors, donc il dit que cette politique-là a été menée, donc ils étaient organisés. Et il retient aussi que lors de la construction du CSPS de Koumbia, il y avait une telle mobilisation que les villages qui entourent Koumbia sont venus apporter leur pierre à la construction. Ils ont même travaillé, c'était organisé de telle sorte que chaque village devait construire un côté, disons peut-être un groupe de villages devait construire un côté du mur. Et donc il retient que si on avait continué cela, parce qu'il y avait une bonne mobilisation et les gens étaient dans la joie, ils travaillaient vraiment avec joie à la réalisation donc, de ce CSPS. Et il prend cet exemple et il dit que si on avait mené une telle politique jusqu'aujourd'hui, je pense que les avantages qu'il vient d'énumérer là allaient booster en tout cas les villages du point de vue développement, parce que tout travail d'intérêt commun était fait avec l'apport de tous. Aujourd'hui, il constate que ce n'est plus ça. Bon, chacun fait ce qu'il peut. Il a même parlé une boutade, hein. Il dit qu'aujourd'hui même, il faut reconnaître qu'au lieu d'être fier de nous, comme on le disait, le pays des hommes intègres, et il estime que peut-être qu'aujourd'hui, l'expression a changé. C'est comme si on est devenu des gens moins que rien, qu'on menace hein, tous les jours. Ne tɔgɔ ye Badou Hissi Paul. Ne ye Sénégalais ye. Ne bɛ sanni kɔɔri sɛnɛ lɔn tuma min na en 1975. O waati la dugumakolo tun ka ɲi. Hali n'i ma angɛrɛ don, i b'i ka siman sɔrɔ. O waati la angɛrɛ bɔrɔgbɛma tun ye 200 ani 20. Finman nin ne tun ye 300. Pɔsɔni boîte tun ye 20 ye. Bon, ni nana demande kɛ. Je m'appelle Badou Hissi Paul, je suis producteur agricole. Depuis 1975, je m'attelle à produire. Et à l'époque, le prix du NPK était de 1100 francs. Les insecticides étaient aussi moins chers. Les terres étaient fertiles. La production était abondante et de très bonne qualité. Et donc, les denrées, en tout cas la consommation, était vraiment intéressante. Et c'est ainsi que de cette période jusqu'en 1983, lorsque Thomas Sankara a pris le pouvoir, alors les slogans tels que lutte contre les feux de brousse, lutte contre la divagation des animaux et la lutte contre la coupe abusive du bois. Et ces thèmes-là, pour les mettre en œuvre, Sankara avait envoyé des plans de reboisement qui leur ont permis de faire des petits bosquets, et des plantations d'arbres.
Et c'est ainsi que des femmes étaient aussi envoyées en France pour apprendre la transformation du mil local en revenu. Voilà, n'ont pas pu mettre en œuvre ce qu'elles ont appris là-bas. Et bref, il faisait bien vivre à ce moment-là. Alors après cette période, il retient que depuis la création de l'Union nationale des producteurs de coton et donc ce démembrement union départementale ici à Koundia, alors eux, ils n'ont plus eu la paix. Ils ont toujours eu des problèmes, ils sont endettés et ces endettements ont valu la vente de leurs animaux de trait pour rembourser les dettes, la vente du matériel agricole, et même qu'il y a un qui a ajouté que même les toits de la maison, on venait d'étoler la maison, et vendre et pouvoir payer les dettes, rembourser les dettes. Et que depuis ce temps aussi, ils sont en tandem, ils ont des difficultés, en tout cas à mettre en œuvre les techniques de production, puisqu'ils sont toujours endettés. Il dit qu'il retient que de cette période jusqu'en 2010, la plupart des producteurs de sa zone sont couverts de dettes. Voilà. Ce n'est que la fitine sans fait donner. Donc à Sani, very chose, 7 octobre, on t'a sara ou bien sara tu n'as qu'un fait, va au fanaka ciao, tu m'es bidou du alors on en a bien qu'on a volé là, ben qu'on avait volé. Be boke bon be norarati di mo be norara ka fala ka dwara na masafalo alors taranga. Comment ça s'est passé pour Manuel? Emmanuel dit qu'il est producteur de coton depuis plusieurs années. Et en 2009, pendant la campagne 2009, il a produit le coton BT pour la première fois. Ce coton OGM a été expérimenté cette année-là par la Sofitex dans notre village. Alors, pendant la végétation, mes chèvres ont brouté les feuilles de ce cotonnier et quelques-unes en sont mortes. Lorsque j'ai informé les agents techniques coton de la Sofitex, ils m'ont dit que ce n'était pas vrai, après avoir ouvert une enquête. Et lorsqu'ils sont revenus me voir, ils m'ont dit qu'ils pouvaient faire une analyse au laboratoire et si les résultats de l'analyse me donnent raison, alors je serai dédommagé. Si au contraire j'ai tort, je paierai les frais de labo et plus une amende très élevée. Alors je les ai défiés et ils sont partis. Et lorsqu'ils sont revenus avec les résultats de l'analyse, je suis resté sur ma position parce qu'ils m'ont dit que j'avais tort. Mais je suis resté quand même sur ma position vu l'expérience que j'avais en matière de production de coton conventionnel. Et cela m'a conduit à la gendarmerie où je fus intimidé par les gendarmes qui me demandaient de revenir sur cette position et de dire que mes chèvres ne sont pas mortes du fait de l'ingestion de ce coton OGM. Alors, je suis resté formellement sur ma position. Peu après, pendant le forum social mondial de Dakar en 2010, j'ai apporté ce témoignage aux participants, et les participants qui étaient composés de plusieurs nationalités. Jebale tununa mama awarami Toma sankara tununa Burkina kabe kasila Dimseni makurobasi mantovana Awarami Toma sankara tununa Awarami nifa Awarami Sakara tununa Awara miniva
également utiliser ces immenses potentialités pour développer l'Afrique, parce que notre sous-sol sont riches. Nous avons suffisamment de bras et nous avons un marché immense, très vaste, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons suffisamment de capacités intellectuelles pour créer, ou tout au moins prendre la technologie et la science partout où nous pourrons les trouver. Monsieur le Président, faisons en sorte que nous mettions au point ce front uni d'Addis Abeba contre la dette. Faisons en sorte que ce soit à partir d'Addis Abeba que nous décidions de limiter la course aux armements entre pays faibles et pauvres. Les gourdins et les coutelas que nous achetons sont inutiles. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Oui, sortez là. Bon, voilà, vous êtes là avec la publicité Levis. Faites la publicité de Levis. Bon, c'est bien. Je vois le jean avec c'est bien cousu là, Levis. C'est bien. Mais ça, c'est américain. Vous même, c'est marqué en bas San Francisco. C'est écrit San Francisco. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Comment on va faire? L'autre là-bas qui est venu poser la question là. Harvard. Ouais, formaldéhyde, voilà. Mais ça veut dire quoi? Mais ici à Kayana, vous croyez qu'il n'y a pas de tisserand pour faire comme ça? Pour relancer la production du coton local, il lance la mode du faso d'Anfani, habit traditionnel que tout fonctionnaire de l'État a le devoir de porter. Il y avait eu donc cette politique-là qui exigeait que les fonctionnaires de l'État consomment burkinabé et que les gens dans les services soient habillés par ces tenues-là qui sont donc faites à base du coton, teints par des artisans burkinabés, tissés par des artisans burkinabés, cousus par des artisans burkinabés. Ce qui se passait, c'est que la plupart des gens allaient au service en tenue occidentale, hein, mais avaient dans un sachet cette tenue traditionnelle-là. Parce qu'il est bien connu que Thomas Sankara faisait des visites impromptues dans les ministères et les services. Et lorsque le bruit courait dans les couloirs que Sankara était là, tout le monde mettait très très vite cette tenue-là. Et donc cette tenue-là s'appelait Sankara arrive. Allez, dans le monde. Ça va bien. Ça va
Faites dans la photo. Et qui c'est qui vous demande? Le tenue. Oui. C'est la chose au camp militaire. Et le tuna qui me donnait ça, oui. J'ai fait. Qui vous donnait le modèle? Oui, il donne le modèle, bon, il donne le tissu. Oui. Bon, je coupe, mais c'est qui fournit le fil, les boutons, tout ça là. Il me donnait, bon, quand j'ai fini, maintenant, ils viennent prendre, aller vérifier, et puis maintenant, bon, on me paye. Voilà, c'était le temps de la révolution. Et on vous payait tout de suite? Quand on finit de vérifier la couture, le travail, quoi. Attendez. Quand on finit, bon, il faut attendre encore l'année prochaine pour commencer ça encore. Une grosse commande. Individuellement, mais j'avais 4 apprentis qui cousaient avec moi. Donc on peut finir ça dans 2 mois. Parce que on fait 200 tenues, personne quoi. Voilà. Et pour les CDR? Oui, pour les pionniers, pour les CDR, tout ça là, je faisais les tenues. L'air bonnet comme ça. Et vous aviez beaucoup d'argent à cette époque-là, vous pouviez économiser? Oui, ouais. J'ai économisé, c'était bon. Ouais. Bon, maintenant, bon, quand je suis venu, bon, il n'y a pas ça, bon, mais je ne sais pas comment il faut m'accrocher. Et maintenant, comment vous travaillez? Toujours avec le traditionnel? Je travaille traditionnel. Autant qu'avant? Non, puisque quand je dis non, avant c'était le tenue de groupement, de militaires et tout ça là. Là, bon, quand tu prends tout de suite, tu vas dépenser tout et puis tu es là. Ce qui veut dire que nous devons donner à chaque femme un emploi. Nous devons donner à chaque femme le moyen de gagner honnêtement et dignement sa vie. Il crée une véritable secousse, en étant un des premiers chefs d'État au monde à militer pour l'émancipation de la femme. Je m'appelle Madame Wandavro, Nessawadro Louise. Oui, et quel est votre métier? Tisseuse à Oundé. Pour les femmes, comment ça s'est passé? Surtout pour les femmes tisseuses, nous on était bien. Puisque les pailles là, nous on tissait, mais ça ne s'achète pas. Mais pendant la révolution là, c'était forcé. Toute personne qui veut aller à la rencontre, même pour aller à la présidence, si tu ne portes pas façon d'entraîner, tu n'as pas le droit d'entrer. Donc, on avait beaucoup d'argent. Même moi, j'ai ouvert un compte de paille pendant la Révolution. Et avant, c'était surtout les hommes qui tissaient et après, les femmes se sont mises à tisser aussi? Oui, avant, c'était les hommes qui avaient la priorité de tisser. Oui. Pendant la Révolution, il y a eu beaucoup de femmes qui se sont mises là-bas. Pour le tissage, il y a eu des groupements de femmes qui se sont... Mais ça marchait. Moi, j'étais dans des provinces. Mon mari était un garde. Pendant la Révolution, qu'on a pris tous les policiers engagés dans la police. Donc, on a eu la chance d'entrer à Ouagadougou. Moi aussi, j'ai profité de ça. Dans les services là, il y a des services à la rencontre. Ils viennent chercher les façons d'entraîner, puisque c'était obligatoire qu'ils portent ça pour aller dans les rencontres. Chaque fonctionnaire? Chaque fonctionnaire, oui. Et qui c'est qui vous organisait? Est-ce que vous aviez de l'aide pour vous organiser? Comment ça se passait? Moi, à ce moment-là, j'avais un grand frère qui était douanier, mais sa femme travaillait à la poste. Donc c'est elle qui m'aidait. Elle prenait les commandes, venir me donner. Je tissais, elle partait vendre, enlever le prix du fil, et puis ce que je dois manger un peu, verser ça dans mon compte là. C'est elle-même qui avait mon carnet chez elle.
Ça vous a permis d'améliorer votre vie? À ce moment-là, j'étais à l'aise en tout cas. Aider les enfants à l'école surtout, parce que j'avais beaucoup d'enfants qui fréquentaient, même la scolarité. Aller dans les villes pour faire l'école, il faut prendre une chambre pour les enfants, la nourriture. Donc j'ai aidé mon mari à tout faire ça. Comme moi aussi, je gagnais un peu là. On ne se souciait pas en tout cas à ce moment-là. Cette période-là, ça a aidé beaucoup de femmes. Les femmes qui ont payé des vélos, moi je n'ai pas eu la chance de payer un vélo, mais comme même l'argent que j'avais là, je pouvais payer un vélo. La scolarité des enfants. Oui, en plus la scolarité des enfants. Vous n'avez pas acheté un métier à tisser avec ce que vous gagnez à l'époque? Un métier à tisser, je n'ai pas payé. Parce que j'étais seule toujours. Comme maintenant, ça ne marche pas comme pendant la Révolution. Maintenant, j'ai tant de pailles posées ici. Là. Donc, je prends mon argent, je perds du fil beaucoup. Je tisse. Si je gagne beaucoup, je sors, je tourne un peu. Puisque c'est sans commande aussi. Ils vendent ce qu'ils veulent. Obligé de baisser les prix. Si c'était sur commande, nous, on vendait les pailles brillantes à 7 500. Actuellement, moi, je tourne, je vends des pailles brillantes à 6 500. Donc, je gagne le prix du fil. Un peu pour le savon seulement. Mais maintenant, c'est vous qui vendez? Oui. Vous êtes obligé de tourner pour vendre? Pour vendre. C'était quand même organisé. Avant là, en tout cas, ça allait mieux. Puisque je ne bougeais pas, je ne tournais pas, donc je gagnais beaucoup de pailles. Maintenant, même s'il y a du fil, je peux faire, dans une semaine, je peux avoir 5 pailles. Awaramini bamso, awaramini ajime munetongo tuna mama. Awaramini. Je m'appelle François. Et est-ce que vous avez travaillé donc à l'époque face aux familles? Oui, je suis rentré à l'usine. À l'époque, c'était Voltex. Jusqu'à la période de Sankara, on a changé le nom et Voltex est devenu maintenant Faso Fani. Alors, je suis rentré là-bas en 1977 dans l'atelier tissage. On faisait d'abord, nous, on bobinait les fils, on partait tisser, soit les crétonnes pour imprimer les pailles, il y a les couvertures, il y a les pailles d'enfanie, les serviettes et les torchons. On avait 5 ateliers. À la filature pour filer, le tissage pour tisser, l'impression pour imprimer, la teinture fil pour teindre le fil et vendre avec les femmes qui tissent. Et il y a l'atelier de maintenance qui était l'entretien général qui était chargé de s'occuper de l'entretien de toutes les machines, les ateliers de production. Donc il y avait 5 ateliers. Je sais que quand je suis rentré en 1977, nous étions au nombre de 900 et quelques. Mais à la fermeture de l'usine, on était au nombre de 430. Parce qu'en 90, avec l'arrivée du PASS, quand on a imposé le PASS aux pays africains, la Banque mondiale et les FMI, et j'ai exigé à ce qu'on privatise les sociétés parce que l'État ne pouvait plus continuer à avoir des sociétés d'État. Donc il a fallu d'abord compresser le personnel de la façon famille. Donc en 90, ils ont diminué 145 personnes. À part de ce moment, ils n'ont plus embauché de personnel. Donc à chaque fois que les gens partaient en retraite, le nombre diminuait, mais on ne remplaçait pas. C'est-à-dire que le travail est devenu de plus en plus difficile. Le travail qui était fait par 6 personnes, à un moment donné, il y a 3 personnes qui font le travail de 6 personnes. C'est fatigant, c'est dur. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez? L'emploi étant difficile à obtenir, les gens supportaient ça. Bon, jusqu'à la fermeture de l'usine par une décision judiciaire en 2001. Et en ce moment, où à Mou, on fermait l'usine au nombre de 430 travailleurs. Mais comment ça se fait que ça a été fermé? Bon, ça existait avant la Révolution, le film. Bien sûr, l'usine existait depuis au temps de la Première République, au temps de Maurice Yangwego. Voilà, c'est dans les années 69 que la Misana a fait la première inauguration. On a commencé à démarrer la production en 1969. Et depuis là, bon, à l'époque, on produisait d'abord le fil et on tissait les couvertures. On importait la crétonne pour imprimer.
Bon, il faut dire qu'au moment de autant la révolution de Thomas Sankara, au niveau de l'usine, la production avait augmenté. C'est-à-dire avec l'ambiance qu'il y avait. Bon, d'abord, les CDR avaient fait de telle sorte que c'était obligatoire pour les gens de travailler les journées révolutionnaires. C'est-à-dire, on choisissait des jours non ouvrables, soit un samedi ou un dimanche, pour venir produire pour entrer la production. Deuxièmement, il y avait beaucoup de commandes. Parce que Sankara avait instauré le port de Damphani. Ce qui fait que la plupart des fonctionnaires devaient se vêtir. On a dit qu'il faut produire pour le peuple. En ce moment, il fallait travailler les samedis ou les dimanches pour renforcer la production parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de commandes qui n'arrivaient pas à satisfaire. Ce qui fait qu'on commandait les pagnes pour les tenues scolaires. Bon, à un moment donné, on a dit qu'il fallait habiller l'armée aussi en Damphani. Il fallait dire que c'est l'État. Souvent, avec les militaires, c'est la force. À un moment donné, on avait des commandes, mais on n'avait pas l'argent pour acheter le coton avec la Sofidex. Donc, le directeur avait négocié pour le coton à crédit. Et à un moment donné, quand on ne pouvait pas payer, on a transformé ce crédit-là en capital. Ce qu'on devait à Sofidex, et qu'on n'arrivait pas à payer, on a transformé ça en capital pour que Sofidex soit actionné maintenant à façon Fanny. Et puis, après, c'était le tour de la Caisse nationale de sécurité sociale. On coupe les cotisations des travailleurs pour reverser la caisse, mais l'usine n'arrivait pas à reverser. À un moment donné, cet argent cumulé, ça faisait des millions. On était obligé encore de négocier avec la caisse pour transformer ça en capital. La caisse était devenue. Bon, ça fait 3 fois qu'on déclare faillite parce que il n'y avait plus rien. Et l'État a encore une fois, 2 fois, 3 fois subventionné pour qu'on puisse continuer l'activité. Mais il faut se dire aussi qu'il y a eu aussi la mauvaise gestion parce que les directeurs, différents directeurs qu'on nommait, comme c'est les ministres du commerce qui les nommaient, il y a des commerçants qui partaient voir ces ministres-là et qui venaient lancer des commandes. Et quand le directeur refuse de livrer les pailles à crédit, c'est le ministre qui intervient pour dire non, il faut le donner, il va venir payer après. Et quand le commerçant prend, il disparaît. On s'est assis, on a fait le bilan. On a vu que les commerçants qui devaient à façon Fanny difficile de payer l'ensemble du personnel, il a fait arrêter la filature, il a fait arrêter le tissage. Et il commandait la crétonne avec le Mali ou le Niger pour imprimer les pains et puis livrer les commandes que les gens faisaient à notre niveau. Et avec ça, il fallait payer des gens qui ne travaillaient pas. Mais il faut les payer parce que ce n'est pas de leur faute. Or, c'est un seul atelier qui fonctionnait en ce moment, c'est l'atelier l'impression. Qu'on prenne la crétonne avec le Niger ou le Mali pour pouvoir imprimer les pains et puis vendre et puis payer tout le monde. Bon, à un moment donné, ils ont nommé un administrateur provisoire qui est venu, qui a fait une étude et qui, dans son rapport, a dit qu'il faut 12 milliards pour remettre Faso Fanny sur les rails. Il était ayant opté de ne plus mettre 5 francs dedans, a dit dans ces conditions, on va liquider, on va fermer. C'est cette décision qui a été prise en mars 2001 et c'est ça qu'ils ont mis en application. Alors en ce moment, les gens qui étaient là, on avait 9 mois d'arrivée des salaires, il fallait régler. Et en plus de ça, maintenant, payer les droits légaux et l'indemnité de réinsertion sociale parce qu'au moment où on fermait l'usine là, beaucoup n'avaient pas encore atteint l'âge de la retraite. Il y en a qui étaient à 10 ans, 12 ans, 15 ans de la retraite. Donc il fallait trouver une solution. Donc on a proposé des indemnités de réinsertion sociale. Dans l'espoir que si on arrivait à avoir cet argent, les gens puissent effectivement s'installer quelque part, faire quelque chose. Mais malheureusement, ils ont accordé 1 an de salaire comme indemnité de réinsertion sociale. Ils ont morcelé ça, payé, échelonné ça pendant 5 ans. Ce qui fait que ça n'a pas vraiment... Avant, il y en a même qui sont morts avant la fin du paiement.
Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Pourquoi trop de guerre? Pourquoi plus de paix sociale? Que trop de corruption hier? Pourquoi plus de liberté? Le système est bancal, tout est mélangé. Les politiciens ont mis le feu partout, pendant le continent, plus que jamais instable. Guerre par-ci, guerre par-là, famille par-ci, maladie par-là. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Mes frères africains, refusons ce système brûlant, non destiné, non mais en combattant forcément ce système qui rend le pauvre impuissant dans la misère. La marche a démarré. Nous avons les enfants qui sont en premier rang, suivi la colonne des épouses des travailleurs de Faso Famille. Ici, c'est la colonne des épouses des travailleurs de Faso Famille. Rachel, une des responsables de la CNTV qui encadre nos épouses. À la fin, tu prends les rangs là. On voit dans 5 ans, 10 ans, on va voir nos vieux visages. La dernière colonne concerne les travailleurs de Faso Famille eux-mêmes, les ex-travailleurs du moins, qui sont les maris et les pères des enfants et des époux qui ont pris la première et la deuxième colonne. Kebale tununa mama awara mini Thomas Sankara tununa Ukina kapi kasila jinseni makorosi matovana awara mini Thomas Sankara tununa awara mini ba awara mini Sankara tununa awara mini bamuso ani aji memuna jongo tununa mama awara mini Thomas Sankara tununa